Très bien, donc conférence sur Marcel Bucard et le francisme, et c'est vraiment providentiel puisque c'est notre ami Damien qui m'a fait remarquer que aujourd'hui, 19 mars, c'est l'anniversaire de son assassinat légal, puisqu'il est mort fusillé le 19 mars 1946, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc en 2006, à une journaliste qui l'a traité de fasciste, la petite fille du Duce, Alessandra Mussolini, répondit absolument, et j'en fais ma fierté. Nous sommes patriotes, c'est-à-dire que nous sommes pour la défense de la terre de nos pères. C'est la définition du mot patrie. Mais quand les Vendéens désignaient leurs ennemis, ils parlaient des patos, des patriotes. Parce que les soldats ennemis se nommaient patriotes. Ce sont les patriotes qui ont tout massacré et incendié en Vendée. Il y a eu des affaires de génocide, donc je n'aime pas ce mot. Nous sommes nationalistes, nous sommes fascistes, qu'est-ce à dire? Nous sommes pour l'indépendance et la grandeur de la nation à défendre. José Antonio a déclaré: le fascisme n'est pas une tactique, par exemple la violence, c'est une idée, l'unité. Être patriote, c'est une opinion, enfin, selon moi, mon analyse personnelle. Être patriote, c'est une opinion. Être fasciste, être nationaliste, c'est une attitude. Donc, aux côtés du maréchal Pétain, mais dans la droite ligne des chemises noires de Mussolini, Marcel Bucard, chef des chemises bleues, a toujours combattu pour les idéaux du fascisme. Je vais donc essayer de ne pas vous parler trop mal en mal, certainement pas, mais pas trop mal, de Marcel Bucard, exécuté en 46. Je vous parlerai aussi du francisme et de son approche du fascisme. Alors, pour ce petit travail, je me suis servi du livre, pour l'essentiel, Bucard, qui ne me satisfait pas tout le temps, mais bon, qui est quand même, voilà, grâce à notre ami chez qui je me suis procuré, donc Aaron Racinet. Donc Bucard de Yves Morel aux éditions Pardès, collection Qui suis-je? Et on verra en conclusion la leçon à tirer du francisme. C'est là, ici. Donc Marcel Bucard, qui est-ce? On va parler de Marcel Bucard. D'abord, avant son engagement fasciste, ce sera ma première partie. Oui, Marcel Bucard, avant de les suivre jusque dans les ruines, a combattu les Allemands. Il a été un héros véritable. Issu d'une famille de catholiques pratiquants, il a suivi une scolarité dans des établissements catholiques. Il a fait l'école catholique de Blusenval à Rueil, future Rueil-Malmaison. Il a fait le collège catholique du Grand Champ à Versailles. Il a toujours été ce chrétien flamboyant en lutte pour Dieu et sa cité, contre Marianne et sa République. Il songe même à devenir prêtre lorsque la Première Guerre mondiale va éclater, et on décidera autrement. Donc il va se porter volontaire contre les Boches en 1914. Début 1915, il reçoit la Croix de fer pour avoir sauvé, ou la Croix de guerre pour avoir sauvé deux soldats ensevelis suite à l'explosion d'une mine allemande. Bucard était d'un courage qui émerveillait ses officiers supérieurs. Il avait donné à une de ses tranchées le nom de Léandre Marc, qui était un aumônier militaire, qui était en même temps officier et qui a été tué. Il est mort vaillamment au feu. Donc il a donné le nom de Léandre Marc, et la tranchée Léandre Marc, commandée par Bucard, a résisté héroïquement à tous les assauts allemands. Pétain, qui a passé en revue la compagnie, a déclaré à son commandant: je sais votre conduite héroïque et ce que vos hommes pensent de vous. Ce sera votre plus belle récompense. Alors les autres récompenses ne sont pas mal non plus, parce que Bucard va obtenir 11 citations au feu. Le 8 avril 1918, il est gradé capitaine. À la fin de la guerre, le voici décoré chevalier de la Légion d'honneur, qui à cette époque n'était pas décerné à n'importe qui. Ses supérieurs parlent de son héroïsme légendaire.
de ses brillantes qualités de chef. Donc, il était déjà prédisposé pour devenir un chef franciste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne voit pas dans la guerre, comme moi j'ai pas aimé toutes ces commémorations de 14-18 faites par la gueuse, où on ne voit, ça part d'un bon sentiment, évidemment, on partage tous ce sentiment, mais ça fait de la guerre uniquement un jeu de massacre. Voilà ce que ça a donné, c'est la boucherie, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais Bucard, lui, qui était le premier concerné, puisqu'il a fait la guerre, donc il a vu ce que c'était, il ne voyait pas les choses comme ça. Pour lui, la guerre n'était pas qu'un jeu de massacre, comme le voient nos bobos pacifistes. Pour lui, elle élève l'homme dans la faim et de mourir chevaleresquement pour sa patrie. Donc je vous lis son jugement sur la guerre, qu'il a écrit dans son livre dédié à Marc, justement, son ami mort au combat. C'est le bon temps, donc il parle de la guerre, c'est le bon temps où le bon de l'homme est mis à nu, où l'on a peur moins pour soi-même que pour les autres, où l'on aime le bonheur étranger comme le sien propre. À commercer familièrement chaque jour avec la mort sur le champ de bataille, on apprend toute l'importance et la douceur enivrante de la vie, on devient inapte au banal et aux petites méchancetés. La générosité et l'héroïsme sont le pain quotidien des hommes qui défendent leur mère, la terre nourricière. Donc, en raison de ses blessures, le glorieux soldat va être renvoyé contre son gré, vous imaginez. Il voulait rester sur le champ de bataille, mais les médecins ont dit non, non, on va vous renvoyer à l'arrière en 1923. Et à la différence de Mussolini et de Hitler, que la guerre transformera en chef fasciste, Bucard va végéter quelques années dans les alcôves de la vie démocratique. Il va croire dans le fantôme salvateur de la démocratie. Il va se marier en 1928. Le couple aura 4 enfants. Madame Thérèse Bucard sera la présidente des sections féminines du francisme. Et cariatide de l'époque, dirions-nous. Et voilà. Je n'ai pas d'autres informations sur elle. Voilà, sauf que... Et voilà. Les sections féminines du francisme. Mais nous n'en sommes pas encore à l'engagement franciste. Voilà. C'est une photo plus tard, bien sûr. Bucard va se lancer dans la politique comme candidat du Bloc national, colistier d'André Tardieu, l'ancien conseiller de Clémenceau entre 1918 et 1919. Bucard va apporter à la liste Tardieu la caution des anciens combattants, et d'ailleurs, cette caution des anciens combattants va fournir le gros des troupes du francisme. C'est essentiellement des anciens combattants. Le Bloc va perdre les élections législatives de 1924 face au cartel des gauches. Bucard va perdre ses illusions dans le jeu électoral. Et le rouge Édouard Herriot, radical socialiste, est le nouveau chef du gouvernement. Donc 1924 va être l'année de son engagement politique. Pourquoi? Parce que Herriot, donc dirigeant le gouvernement, va vouloir étendre les lois de la laïcité et de la séparation de l'Église et de l'État au département très catholique de la Moselle, du Haut et du Bas-Rhin. Donc Bucard va se mettre en colère, il va dénoncer cette nouvelle agression républicaine, ça commence depuis 1905, hein, cette histoire-là, nouvelle agression républicaine contre les établissements catholiques. Il va militer un temps à la Fédération nationale catholique avant de rejoindre les mouvements d'anciens combattants qui, comme dans l'Allemagne de la République de Weimar, affrontaient les meneurs communistes. Et lui, l'ancien capitaine, est tout désigné pour commander le groupe paramilitaire, les Légions, fondé par Georges Valois. Et Georges Valois va être le futur chef fasciste du faisceau. Alors Bucard va adhérer justement au faisceau, c'est le début de son engagement fasciste, il a été fondé en 1925. C'est le premier parti à se revendiquer du fascisme italien. Le parti comptait 4 faisceaux en fait. Il y avait le faisceau des combattants, qui était le plus important et le plus combatif, le faisceau des corporations, qui regroupait les chefs d'entreprise de l'industrie et du commerce, les ouvriers agricoles, c'est une sorte de chambre du commerce un petit peu, le faisceau des jeunes, le faisceau civique qui regroupait les fonctionnaires et les intellectuels. Et à partir de 1926, le responsable de la propagande au sein du faisceau n'est autre que Marcel Bucard.
Il écrit dans Le Nouveau Siècle, organe du faisceau, qui s'adresse aux anciens combattants, mais rapidement, Bucard va quitter le mouvement parce que le mouvement va être noyauté par les communistes à partir du moment où Valois va vouloir rechercher le dialogue avec les communistes. On ne dîne pas avec le diable, même avec, ou alors avec une très 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 longue cuillère. Donc il quitte le faisceau. Arrive l'année 1933, en Allemagne, un ancien caporal, un ancien combattant dissimulant, un politicien hors du commun accède au pouvoir. En Italie, un ex-journaliste socialiste dirige le pays depuis 11 ans. Au Portugal, un économiste, Antonio de Oliveira Salazar, est Premier ministre depuis un an. Donc la tentation des idéologies fortes, des régimes forts est puissante. Et en France, Marcel Bucard a compris que le fascisme est la seule troisième voie possible pour remettre le pays en marche. C'est qui est d'ailleurs une affiche franciste qui le dit. Cependant, il y a de la concurrence parce que il y a les puissants mouvements nationalistes de l'époque, les Croix de Feu du colonel Delarocque, les jeunesses patriotes de Tétinger, qui séduisent déjà la jeunesse anticommuniste. Alors, plutôt que de rejoindre Larocque et Tétinger, chat échaudé craint l'eau froide, il veut, puisqu'il a connu l'épisode de Valois, il veut fonder son propre mouvement fasciste d'envergure, le francisme. Donc, le 29 septembre 1933, à Paris, sous l'Arc de Triomphe, Bucard et 25 militants en chemise bleue fondent le Parti franciste français, ou francisme. Les militants francistes, hommes et femmes, portent l'uniforme composé d'un béret basque noir porté à la militaire, d'un pantalon de l'armée de terre française, d'une chemise bleue et d'une cravate de couleur bleue, je crois, ou noire, je ne sais pas trop, et d'un baudrier, puisque toutes les photos anciennes sont en noir et blanc, c'est difficile de voir si la cravate est bleue ou noire. Alors que les Croix de Feu et les jeunesses patriotes se réclament d'un nationalisme républicain dans la ligne de Déroulède, vous savez, c'était le poète qui s'est, je crois, tiré une balle de revolver sur la tombe de sa maîtresse. Non, ça c'est. Non, je me Gérald trompe, Boulanger. pardon. Ah, c'est Boulanger, excusez-moi, j'ai fait une grosse erreur. Déroulède, ou dans Boulanger, eh ben, il n'aime point l'Italie des chemises noires. Les chemises bleues, par contre, se disent franchement fascistes. Merci pour la rectification importante. Donc voilà l'emblème du mouvement franciste créé par Marcel Bucard lui-même. On voit donc ici un faisceau de licteurs augmenté d'un épi de blé surmonté de la francisque, la hache des francs, le tout reposant sur une roue dentée. Alors la filiation avec le fascisme de Mussolini est symbolisée bien sûr par le faisceau, mais la hache, vous avez vu, qui est là, la hache, est remplacée par la francisque pour réaffirmer le côté franc, français. L'épi et la roue dentée ou rouage représentent respectivement la paysannerie et le monde ouvrier que Bucard souhaite unir dans sa pensée politique et son programme. Donc le francisme avait adopté du fascisme, l'uniforme et le projet politique. Son objectif est la conquête du pouvoir, ce qui n'arrivera pas à faire, afin de stopper la course à l'abîme. Le PFF entend abolir la République parlementaire et devenir le parti unique du futur gouvernement. Alors, selon Yves Morel, auteur du livre sur Bucard, le chef de l'État franciste comme chef de l'exécutif consulterait la nation par référendum. Le chef serait assisté d'un directoire composé de ministres désignés par lui. Donc le francisme est pour une décentralisation des pouvoirs locaux, au sens où on l'entendait sous l'Ancien Régime, selon la carte des anciens pays des provinces, pays de France. Le pouvoir législatif sera remis à trois organismes distincts, une assemblée des familles, une chambre des corporations regroupant employeurs et salariés, qui feront une première rédaction de textes de loi, et ces textes de loi seront validés par un conseil d'État élargi qui regroupe les hauts magistrats élus par la chambre des corporations, qui ratifieront donc les lois et les traités. Le projet du gouvernement franciste est bien français, c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins totalitaire que celui du fascisme italien, mais Bucard avait bien dit qu'il était, lui, pour un fascisme adapté à la spécialité française. José Antonio, en Espagne, pensait la même chose. Il disait que le fascisme devait être
adapté au pays où il était. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu faire, lui, exactement une copie du fascisme italien. Mussolini lui-même encourageait ses imitateurs étrangers, les fascistes étrangers, à garder leurs identités nationales, voire monarchiques. Il disait, je ne sais plus dans quelle déclaration, euh, aider le gouvernement d'un roi, un bon roi, c'est une bonne chose. À la mesure où c'est pas un roi parlementaire, évidemment, comme en Angleterre et en Espagne maintenant. Donc Mussolini avait reconnu dans le francisme un fascisme, mais il y avait des différences. Il y avait des différences parce que l'Italie fasciste a suscité un bouillonnement majeur des idées au XXe siècle. Des idées politiques et artistiques. Donc ça a été par exemple le futurisme, qui était un mouvement artistique, littéraire et social, essentiellement italien, qui a vu sa naissance au début du XXe siècle en Italie. Et ce mouvement artistique se définit essentiellement autour de l'exaltation de la modernité, des notions qui y sont associées, comme la dynamique, le mouvement, la vitesse, la machine et le langage. Et le fascisme a influencé des intellectuels et des penseurs, comme le philosophe du fascisme Giovanni Gentile, l'historien universitaire Giochino Volpe ou l'écrivain futuriste Marinetti. Rien de tel ne s'est passé pour le francisme. Mussolini vantait une philosophie de l'action et savait marier enthousiasme révolutionnaire et respect des traditions, mais il n'y avait rien de tout cela chez Bucard. Donc, vous voyez ici les francistes Jean-Baptiste Leroux et Paul Lafitte qui encadrent donc Marcel Bucard assis. Jean-Baptiste Leroux est un ancien officier saint-cyrien, 3 fois blessé, 3 fois cité, croix de guerre. C'est le délégué général, donc le numéro 2 du parti. Paul Guiraud, qu'on ne voit pas sur la photo, est le théoricien du francisme. Ce n'est pas un ancien combattant, c'est un des rares à ne pas être ancien combattant au francisme. C'est un intellectuel. Il est professeur agrégé de philosophie au lycée de Strasbourg. Il adhère au PFF, au francisme en 1935. Et dans son livre, Marcel Bucard et Paul Guiraud, Arnaud Jacomet dit de Guiraud, il revêtit la chemise bleue comme une soutane, une armure. Donc c'est une belle définition de l'engagement politique. Guiraud sera très ami avec Bucard, il y aura une espèce de fusion entre les deux. Guiraud fera du francisme une synthèse entre nationalisme et socialisme, définition du national et socialisme. Pardon, je vais trop vite dans les photos. Je vous lis un petit page en 43. Voilà, page 43. Voilà, c'est ça. De tempérament mystique et intolérant, Guiraud s'engagea totalement, sacrifiant études et loisirs. Il revêtut la chemise bleue, donc c'est ça, comme une soutane, une armure. Mais aucun de ces hommes ne va laisser de nom dans l'histoire. Hein. Le mouvement va souffrir de même Marcel Bucard, c'est difficile de trouver des renseignements sur lui par Internet notamment. Quelques livres ont été faits sur lui, mais c'est tout. Le mouvement va souffrir surtout de l'inertie de la bourgeoisie du centre droit, voilà, qui va en gros aider les fascistes de l'entre-deux-guerres, qui sont des révolutionnaires pas vraiment catholiques, pas vraiment chrétiens, va plutôt soutenir ces gens-là que le francisme Marcel Bucard catalogué comme trop, entre guillemets, catholique. Donc il va y avoir un abandon de la bourgeoisie du centre droit à l'égard du francisme, et il va y avoir d'abord l'épisode de l'avenir. Qu'est-ce qui s'était passé? En 1933, le Comité des Forges, qui était l'ancienne organisation patronale de la sidérurgie, et les financiers, les banques avaient promis à Bucard le journal L'Avenir. Voilà. Journal qui avait été mis en vente, enfin faillite, mis en vente et racheté, et ça devait être racheté par Bucard. Et L'Avenir devait devenir le journal du francisme. Bucard devait en être le rédacteur en chef. L'accord est soudain dénoncé en raison officiellement en raison de la politique extérieure de Bucard trop favorable à Hitler. Donc Bucard va chercher une autre solution, il va emprunter plusieurs milliers de francs à des amis industriels afin de fonder le franciste. Et en vue d'obtenir des fonds
pour ce journal, il va se faire, comment dirais-je, voyageur de commerce en Italie et va frapper à la porte de Mussolini. Buccar va solliciter le Duce de Italia. Donc Mussolini va se montrer intéressé parce qu'il cherche bien évidemment des soutiens à l'étranger. Buccar va parvenir à joindre Mussolini par le biais des diplomates italiens en poste à Paris, surtout Amadeo Landini, qui était l'agent d'influence du Duce. Alors, dans une lettre, Buccar lui écrit: Mon parti est le seul, je dis bien le seul parti vraiment fasciste en France. Vous voyez, le seul parti fasciste français qui figure sur cette affiche. Donc Mussolini va se laisser convaincre, mais il espère du fascisme qu'il prendra le pouvoir en France. Et c'est dans ce but qu'il va lui donner, allouer de l'argent. Il va mettre la main au portefeuille. L'État italien va décider dès avril 1934 d'accorder une subvention trimestrielle régulière de 150 000 lire au francisme, plus 10 000 lire mensuelles à Marcel Buccar pour son compte personnel. Quand même des sommes. Très belle photo du francisme en Italie. Donc le chef franciste va être un invité personnel de Mussolini, d'abord au Congrès fasciste international, oui, il y en a eu, 16 et 17 décembre 1934 à Montreux, une réunion à l'initiative des Italiens. Bref, tout va pour le mieux. En 1935, les chemises bleues françaises défilent même avec les chemises noires italiennes à Rome. Mais oui, les chemises bleues francistes, évidemment. Cette belle lune de miel va prendre fin en 1936 parce que Mussolini va se rendre compte que Buccar n'arrive pas à prendre le pouvoir en France. Il va fermer le robinet aux subventions malgré la petite rente personnelle qu'il continue d'accorder au chef franciste, mais qui ne réussira pas à couvrir tous les frais, évidemment, du mouvement, comme c'était le cas auparavant. Et alors que Marcel Buccar va s'engager donc il va, entre parenthèses, il va recevoir des aides d'industriels pour cela, des amis industriels, parce qu'il y a une lutte d'envergure qui commence, c'est celle contre le Front populaire. Le juif Blum, euh, en dépit de son différend violent avec Maurice Thorez et le PCF, va faire quand même le jeu de la révolution moscoutaire, et cela le catholique fasciste Buccar l'a compris. Maurras disait: La République gouverne mal, mais se défend bien. On le voit avec ce qui se passe actuellement, les répressions policières. Et Blum va se révéler un ami coriace pour les francistes, comme le feront ses successeurs à l'égard de jeunes nations sous De Gaulle, de l'œuvre française sous Manuel Valls. Blum va dissoudre par décret en 1936 le parti franciste et les ligues en général. Donc c'est une dissolution des ligues, donc dans le même temps le parti franciste. Donc l'Action française, les Jeunesses patriotes, les Croix de Feu, Solidarité française, pour ne citer que. Et la direction du parti franciste entre dans la clandestinité qui durera jusqu'à l'arrivée de l'occupant allemand. Buccar va fonder l'association les Amis du Francisme le 25 juin 1937, puis le Parti unitaire français d'action socialiste et nationale le 11 novembre 1938, pour contourner la censure, évidemment, la dissolution, et il peut conserver le journal Le Franciste. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, avant la conférence, le francisme remettra la France en marche, là, sur l'affiche. Donc le francisme va se lancer une vaste offensive contre Blum et le Front Populaire. Buccar va écrire en juin 1936 dans le Franciste: Il est clair comme le jour que les éléments expulsés des ghettos de l'Europe en créant en France des tels foyers d'infection que la question juive se pose maintenant chez nous. Le Front populaire d'ailleurs est une invention juive et sa plus belle victoire est la montée au pouvoir de Léon Blum. Peut-être des passages à couper. Je continue alors. Je continue. En 1938, Buccar va publier
un statut pour les juifs, puisque je suis autorisé à continuer, tant mieux, dans une brochure L'emprise juive. Je vais lire page 67. Je lis. Donc, il va faire diffuser un opuscule intitulé par les francistes. Les francistes vont diffuser cet opuscule intitulé Emprise juive en 1938, dans lequel il se prononce pour un statut pour les juifs, comportant les points suivants. Interdiction aux juifs d'exercer dans l'administration, l'enseignement, même privé, la magistrature, la presse, les lettres, le théâtre, la radio, le cinéma, la bourse. Très stricte limitation du nombre de juifs dans les professions médicales et du barreau. Limitation draconienne à l'exercice par les juifs de professions bancaires, c'est mal ça, et commerciales. Le droit de propriété et d'exercice des juifs en ces secteurs sera annulé en cas de vol ou de spéculation, c'est très mal aussi, ou si l'intérêt supérieur du pays l'exige. Voilà. Donc Bucar va se présenter à partir de 1936 comme l'ennemi personnel du juif, comme fasciste, antisémite. Donc ces analyses font souvent mouche, le gouvernement s'inquiète. Il est à ce moment-là condamné à 6 mois de prison avec sursis pour provocation au meurtre, insoumission et rébellion. Et dans sa lutte contre Blum, Bucar aura comme adversaire redoutable un certain Jacques Doriot. Regardez bien l'image. Voilà, Jacques Doriot. Si vous voulez, le député maire de Saint-Denis, Jacques Doriot, ne fait plus partie du Parti communiste depuis juillet 1934. En juin 1936, ce chef intelligent et charismatique, il faut quand même bien le dire, va lancer, il aura beaucoup de crédit auprès des ouvriers, puisqu'il vient du communisme. Il va lancer un grand mouvement populiste, le Parti populaire français, ou PPF. Doriot est toujours de gauche à ce moment-là. On dit le fasciste Doriot, surtout dans les débuts, toujours de gauche. Et on estime en général, c'est l'auteur du livre qui le dit, que c'est par opportunisme ou pour profiter du capital des voix des classes moyennes et aisées qu'il fait comme dans la chanson de Jacques Dutronc, il retourne sa veste. Du jour au lendemain, le voici anticommuniste, puisqu'il ne s'adresse pas au même public. Cependant, il n'attaque pas de front le gouvernement Blum, il ne se présente pas comme fasciste ni comme antisémite. Donc la stratégie va porter ses fruits pour vous dire que l'homme est intelligent, et la bourgeoisie se tourne vers lui, et les banques aussi. Rothschild, Louis Dreyfus, Lazare. Donc Doriot, si vous voulez, ne cesse d'insister sur le péril communiste, et c'est ainsi que son parti se fascise un peu mieux. Les anciens communistes laissent alors la place, à ce moment-là, à des fascistes convaincus comme Drieux-La Rochelle, Jacques-Benoît Méchain, Paul Marion. Donc son programme est des plus vagues quand même parce qu'il reste un braillard aux manières très déplaisantes. Mais non, j'aime pas trop. Mais vous avez deviné. Mais la jeunesse va à lui. Voilà. Il plaît aux masses parce que, si vous voulez, il est beaucoup plus. Bon, Bucar est un tribun. Il sait parler, il sait captiver son auditoire, il a la force dans la parole. Mais Bucar est plus charismatique, et donc c'est comme ça. Il y a des gens qui dégagent une aura que d'autres ne dégagent pas, et donc il va attirer vers lui, et donc il va attirer vers lui les masses, les jeunes notamment, et vers une frange qui n'est pas catholique. Et Bucar, lui, par contre, son catholicisme déplaît. Les chiffres, par exemple, en 1936, le PPF, oui, le Parti populaire français de Doriot, comptait 120 000 adhérents contre seulement 5 500 pour le PFF, Parti franciste de Bucar. Ensuite, donc pour vous dire que le francisme n'aura pas que des amis, même au sein de la collaboration, il va y avoir les tensions avec les chefs pétainistes de Vichy, et les partis collaborationnistes de Paris. À Vichy règnent, si vous voulez, en gros, des catholiques et des royalistes ralliés au maréchal, et à Paris règnent des fascistes ou des pro-fascistes
qui voudrait aller plus loin dans la collaboration avec les Allemands. Bucquart, quant à lui, semble avoir les meilleures cartes dans la main, parce que c'est un héros de la guerre, c'est une vieille connaissance du maréchal qui l'a décoré en 1917. Il pourrait rallier à lui toutes les tendances de la droite nationale. Et enfin, le nationalisme du maréchal est le sien. Attachement à la patrie, respect des ancêtres, ancrage dans la famille, antidémocratisme, attachement au catholicisme, anticommunisme, antimaçonnisme. Et le 7 juillet 1941, Marcel Bucquart parle au micro de Radio Paris. Autour du plus noble vieillard de ce temps, Pétain, le plus grand de France, serrant les rangs et entrant hardiment dans le grand mouvement révolutionnaire qui doit recréer une France éternelle dans une Europe enfin unie. Donc, très bien, très bien. Mais Pétain est un pragmatique qui s'est entouré de bureaucrates attentistes qui gèrent la faillite de la France, on peut dire ça comme ça. Des hommes comme les historiens académiques Lucien Romier, Henri Moisset, et Bucquart ne se verra offrir aucun poste à responsabilité dans le nouveau gouvernement. On lui préfère d'autres hommes, Doriot, Non, mais ils ne rentreront pas dans le gouvernement, mais je veux dire par là que on préfère à Bucquart des hommes, voilà, pardon. Voilà. Donc il y a enfin les tensions avec l'occupant, parce que le gouvernement allemand, c'est justement ce crédit dont va bénéficier Doriot et voilà. Le gouvernement allemand de Paris et l'ambassade d'Allemagne à Paris, d'esprit très prussien, hein, vont se méfier des nationalistes français pétainistes en qui ils persistent à voir de futurs ennemis. Ils savent bien qui sont leurs ennemis d'hier. Et donc les deux nationalismes français et allemand, contrairement aux vœux du chef franciste, contrairement même à l'esprit de la Waffen-SS qui était internationaliste, ne s'accordent guère. L'ambassadeur Otto Abetz, qui mourra d'ailleurs en 1958 dans un accident de la route en Allemagne, bête quand même, 4 ans après sa sortie de 20 années de prison, Otto Abetz va favoriser le dialogue avec Doriot. Donc c'est un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure. Qui, plus que Bucquart, s'est engagé dans la voie d'une collaboration totale avec le Reich pour une Europe nouvelle. Donc les autorités militaires allemandes autorisent cependant à Bucquart à recréer en 1941 le francisme en zone nord et le journal Le Franciste en juin. Cependant, donc la concurrence continue d'être rude. Marcel Déat, ancien socialiste, va fonder le Rassemblement national populaire. Je vous lis ces lignes de Bucquart dans le numéro 230 du Franciste, 11 juillet 1942. C'est vraiment trop commode de se dire, en parlant de Bucquart, de Déat, c'est vraiment, je crois qu'il s'adressait là plus particulièrement à Doriot. C'est trop commode de se dire à 25 ou 30 ans du international communiste, semer dans les esprits et les cœurs le poison de la révolte, prêcher la haine des possédants, la guerre contre la religion, euh, l'antimilitarisme à la caserne, et tuer jusqu'à l'idée de patrie, et subitement, entre 45 et 60 ans, parce qu'on a refusé un secrétariat général de parti, un Marocain de ministre, ou qu'on a été arrosé de billets de banque capitalistes, se découvrir une étoffe de chef nouveau modèle et se grimer en petit saint de la patrie et du bon Dieu. C'est trop facile. Voilà. Les choses sont dites. Si vous voulez, ni Déa ni Doriot ne sont des hommes de droite. Ce ne sont que des révolutionnaires dont toutes les références sont à gauche. Par intérêt, ils ont donné à leur parti socialiste une teinte nationale. Mais je suis autorisé à dire que l'armée rouge serait à Paris. Ils auraient sûrement sollicité des postes de gouverneur. Je vous lis ce qu'en dit Yves Morel, l'auteur du livre Bucquart. Aux yeux de Bucquart, Doriot est un imposteur, un mystificateur.
qui capte indûment l'héritage du nationalisme français dont Bucquart, lui, est un représentant authentique. Et il n'a pas tort. Après tout, Doriot, Déa et leurs partisans sont des révolutionnaires dont toutes les références éthiques et idéologiques se trouvent à gauche et qui, par intérêt ou à la suite d'une réflexion, ont donné à leur socialisme une orientation fasciste jugée plus efficace et plus portée par le vent de l'histoire que le marxisme dont ils s'étaient réclamés auparavant. Ils ne sont devenus en aucun cas des hommes de droite, ils se soucient comme d'une guigne de l'idée de patrie, de la religion, de la morale, de la famille, des hiérarchies naturelles pour eux. Parmi eux, Bucquart fait figure de réactionnaire égaré, il représente Vichy dans le milieu collaborationniste parisien. Si vous voulez, nous sommes, nous, euh, des révolutionnaires nationaux, nous voulons une révolution nationale, c'est pas le cas de ces hommes-là, Doriot, Déa et leurs partisans. Je vous lis à nouveau Bucquart dans le même numéro 230 du Franciste. Si l'opinion française est réticente devant la Révolution, la collaboration, l'Europe, c'est que l'on commet actuellement la faute psychologique formidable de lui faire croire que la Révolution de demain sera celle de Jacques Doriot et que la France sera représentée en Europe par Jacques Doriot. Et il lance cet avertissement. La main qui, en 1924, arma les assassins de la rue d'Henri Hamon ne doit pas tenir le gouvernail de la France. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, peut-être le sais-tu. D'Henri Hamon, il a dû y avoir un attentat communiste, et c'est pour ça qu'il dit que c'est Doriot qui était derrière. Donc, ben, en vain, hein, parce que l'opinion collaborationniste parisienne, pardon, préfère Doriot et Déa, comme j'ai déjà dit. Le 11 et 12 mai 1941, l'entrevue entre l'amiral Darlan et Hitler à Berchtesgaden va dans le sens d'une plus grande collaboration franco-allemande. Le 22 juin, la Wehrmacht envahit l'URSS et l'opportuniste Doriot propose publiquement la formation d'une légion contre le bolchevisme. Il donne même le nom, hein, Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Et c'est son idée qu'on va reprendre, que Vichy va reprendre. Et dans ce but, Déa va rencontrer Abetz, ambassadeur du Reich à Paris. Le 4 juillet 1942, le maréchal donne son accord officiel pour la création d'une Légion de volontaires français contre le bolchevisme, ou LVF. 2 jours plus tard, Abetz réunit à l'ambassade les chefs des partis collaborationnistes favorables à ce projet militaire. Pierre Constantini, donc pour la Ligue française, Marcel Déa pour le Rassemblement national populaire, Jacques Doriot pour le Parti populaire français, Marcel Bucquart pour le Parti franciste français, Pierre Clémenti, Parti français national collectiviste. Alors, euh, pour vous dire le bonhomme, pour vous dire les hommes qui voulaient la collaboration avec l'Allemagne, le premier nom du Parti français national collectiviste, c'était Parti français national communiste. L'ambassade d'Allemagne a dit oh là, hein. Ouais. Et ça s'est appelé Parti français national collectiviste. Ce ne sont pas nos amis. Alors, Ce ne sont curieux, pas nos amis. il y avait un article dans un des derniers Rivarol dessus. En fait, il n'y avait pas grand-chose de communisme dans le mouvement. Ah oui. C'était très bizarre. Et il se Pas réclamait une grand-chose forme de. de communisme dans le mouvement. En fait. Ah oui. Il n'y avait pas beaucoup de doctrine. C'était Ouais. très confus. Très Mais curieux. apparemment, je connaissais très peu ce Ouais. mouvement. Et j'ai bon, je me suis dit, tiens, on va regarder un peu ce Ouais. qui est dans les Rivarol. Ouais. Doctrine, et qui pourrait se réclamer une forme de communisme. Ouais. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Désolé. ami. Mais Bucquart reste à la traîne parce que, si vous voulez, il y a trop de concurrence, quoi, pour lui. Et il a peur de se fondre dans le moule, quoi, et que son parti en pâtisse. Le projet LVF est emmené par des chefs qui ont une plus grande audience que lui. Bucquart n'a pas, d'abord, les sous suffisantes, l'énergie suffisante pour engager ses troupes aux côtés de l'Allemagne, au contraire d'un Doriot, par exemple. Alors, il va, si vous voulez, donc les autres s'engagent, et c'est très bien contre l'URSS. Lui, il va préférer entraîner ses troupes, donc pour faire la différence, contre les envahisseurs gaullistes et les traîtres à la solde de Londres. C'est un engagement qui va le conduire
aux côtés de la milice d'ailleurs. Et on le voit bien dans l'affaire syrienne de 1941, parce qu'en 1941, l'amiral Darlan, au nom du maréchal, avait autorisé les Allemands à traverser la Syrie, qui était sous mandat français depuis 1921, pour ravitailler en armes et en soldats le Liban pro-allemand et anti-britannique de Rachid Ali al-Gilani. Donc les troupes franco-allemandes sont surprises, attaquées par des troupes franco-anglaises sous commandement du général Le Gentilhomme et du général Wilson. La Syrie passe sous le pavillon des Gaulo-britanniques. Le franciste dénonce les traîtres et De Gaulle. Pouvaient-ils perpétrer leurs crimes ailleurs que dans le pays de Juda? Pour toucher les deniers de ses maîtres juifs, De Gaulle fait couler le sang français. Homme de Reynaud, valet de Churchill, le voilà maintenant le chien de David. Il avait troqué son uniforme contre la livrée britannique. Il ne lui manquait plus que d'abandonner ce qui lui restait de peu français malgré lui. Son nom, c'est fait. De Gaulle s'appellera désormais De Galilée. Voilà, les choses sont dites. Donc, été 1943, donc les francistes vont se lancer dans une offensive contre les résistants gaulo-communistes et les parachutistes anglais. Il va y avoir une milice franciste, ce qu'on ne sait peut-être pas trop. Il y a la milice qu'on connaît, et il y a une milice franciste dirigée par Paul Guiraud et André Rinsart, pourvus en armes et payés par Karl Auberg, pardon, chef du Sicherheitsdienst, du SD, le renseignement, aux côtés de la milice française de Darnan. Et les miliciens francistes vont mener d'ailleurs des opérations militaires pour nettoyer le nord-est de la France. Mais Darnan veut, lui, unifier la milice. Son but est de faire de la milice un parti politique, un nouveau parti unique. Alors Bucard est opposé à ce projet, puisqu'il ne veut pas être dissous dans l'ensemble. Euh, mais dès 1944, les francistes volontaires sont incorporés à la Franc-Garde, qui est le bras armé de la milice, je crois qu'on peut dire comme ça, le bras armé de la milice, la Franc-Garde. Donc au début de 1943, les francistes vont abandonner progressivement leur chef, qu'ils accusent de passivité. De graves ennuis de santé, lui, le rendent inapte à remplir ses fonctions durant 4 mois. Suite à ces séquelles de la guerre de 14-18, eh bien, il va devenir progressivement sourd d'une oreille. Il va subir l'ablation complète de l'oreille interne gauche. Euh, et le 25 août 1944, von Ribbentrop, dans le projet de former un nouveau gouvernement nettement collaborationniste, puisque le maréchal, lui, est prisonnier des Allemands qui ont envahi la zone, von Ribbentrop va discuter avec Doriot, Déa, Darnan et Paul Marion, qui représentent Laval, mais Bucard, lui, ne sera pas invité. Et devant la progression des forces alliées, bon, je simplifie un petit peu, ça nous mènerait trop loin, j'ai simplifié, je ne peux plus tout dire, on ne peut pas tout dire. Devant la progression des forces alliées, Marcel Bucard va passer en Italie et il sera arrêté à Merano dans un hôtel le 25 mai 1945. Marcel Bucard, héros de la Grande Guerre, chef du francisme, est accusé d'intelligence avec l'ennemi, de haute trahison, de crimes contre les patriotes et les juifs et la population civile. Il comparaît du 17 au 20 février 1946 devant la Cour de justice de la Seine. Le réquisitoire de Robert Vassar, qui est lui un ancien résistant pourchassé par la milice, vous avez dit parti pris, se veut accablant. Donc, opinion fasciste de l'accusé, position collaborationniste, milice, etc. Donc le dossier est lourd. Et son avocat, l'avocat de Bucard, bien sûr, maître Landowski, rappelle la conduite héroïque de Bucard durant la Grande Guerre, ses blessures, ses 11 citations. Il va souligner son absence de crédit auprès de Vichy comme des Allemands, mais en vain, les jurés ont soif de sang, le chef est condamné à mort le 20 février 1946. Il est fusillé le 19 mars 1947 au fort de Châtillon. Alors bien entendu, je pourrais vous montrer en dernière ou en avant-dernière image, comme on le fait en général, la photo du chef accablé dans sa cellule ou à quelques heures du poteau funeste. Je préfère vous montrer
la photo des heures de gloire en 1935-1936, lorsque le public franciste venait acclamer le chef du fascisme français. Voilà ce que ça donnait. L'assistance. Même quelque chose. Alors que dire en conclusion? Eh bien, d'abord une observation. Totalitarisme communiste sanglant et ces meurtres de dizaines de milliers de chrétiens dans l'Espagne de 1936, comme dans le Mexique de 1922, puis, donc pour le Mexique c'est un cas particulier, mais pour l'Espagne, franquisme en 1939. Anarchie communiste dans l'Italie, consécutivement à la guerre de 1918 et perte de ses anciennes colonies africaines, puis fascisme en 1922. Totalitarisme communiste sanglant dans l'Allemagne de 1918, insubordination dans l'armée suite à la défaite, puis national-socialisme. À chaque fois, qui sauva la nation? Des clubs de réflexion? Des royalistes? Non. À chaque fois, ce furent des fascistes, que ce soit des franquistes, des fascistes eux-mêmes, des francistes, des salazaristes ou des nazis. Et regardez autour de vous, nos rues, nos villes, ce qui est devenu la France depuis 1945. Donc la démocratie nous perdra, a déjà commencé à nous perdre. J'étais il y a un mois donc à Predapio, le village de naissance du Duce, et officiellement la région se nomme Pays de Mussolini, officiellement. Vous avez une boutique, Predapio Tricolore, qui vend librement ses croix celtiques et d'autres croix, sans se faire briser la vitrine comme les hordes rouges s'en sont pris à la librairie Aaron Racinet. Les vestiges du fascisme, comme à la mairie d'ailleurs, sont conservés précieusement. Au cimetière, la crypte Mussolini est surveillée et entretenue avec dévouement aux frais de la municipalité. Le pays de Mussolini se souvient de son duché et de tout le bien que cet homme, lapidé en 1945 à Rome, et pas à Predapio, a fait du bien pour les gens qui approchaient le chef du fascisme. Plus on maintient la distance avec quelqu'un, moins on le connaît, plus on le déteste. Plus on se rapproche dans sa vie quotidienne, plus on l'aime. C'est comme ça que j'analyse les choses. Voilà, là où j'étais. Si vous voulez, lorsque le pays est menacé par une déroute complète, il ne faut pas hésiter à se dire nationaliste français, à se comporter comme tel. Notre foi politique est une manière d'être et pas une simple opinion politique. Ceux qui nous entourent, hélas, et qui veulent toujours plus de révolution chez eux, en eux, vivent comme ils pensent, c'est-à-dire mal. Restons différents. N'ayons pas les goûts culturels, culinaires, vestimentaires des autres. Si on nous dit que nous sommes fascistes, répondons comme Alessandra Mussolini, oui, j'en suis fier, me ne frego. La démocratie nous perdra, le nationalisme français nous sauvera. Je voudrais enfin vous lire comment est mort le chef. Le 20 février 1946, la Cour condamne Bucquart à la mort. En outre, il est déchu de ses décorations et de la Légion d'honneur. Félix Gouin, président du gouvernement provisoire, refusera sa grâce. Le 19 mars suivant, le chef franquiste est conduit au fort de Châtillon. Son courage de combattant est demeuré intact. Il ôte son pardessus et son veston, se déchausse, imitant cela les martyrs. Il restait en effet le chrétien ardent qu'il est depuis son enfance. Il récite son chapelet avec l'aumônier qui l'assiste. Attaché au poteau d'exécution, il s'écrie « Qui vive France !» Puis il tombe sous les balles du peloton. Les 2 coups de grâce en règle lui sont donnés. Ainsi finit le chef du franquisme le 19 mars 1946. Donc je vous invite à vous lever et à vous recueillir, à prier, si vous voulez, en ce jour de la mort de Bucquart, peut-être quelques instants. Il ne s'agit absolument pas de faire une minute de silence maçonnique. Où sont donc nos vertus anciennes, l'idéal et l'honneur d'autrefois, que la France de ses morts se souvienne et entende
entendent le cri de leur voix.